À la base, quelqu'un d'omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout, et nous, Marcus, le palabreur culturel, et Marie, la madame obsédée par la culture, on est persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. À travers un ping-pong de références aussi bien pop qu'artistiques, on redéfinit la culture. Alors branchez-vous toutes les 2 semaines pour écouter vos 2 saltimbanques préférés. Who are you referring to? Tout le monde m'appelle LOL. Vous voulez pas que je m'embourgeoise ou quoi? I wanna make history. Pour un garçon, ça serait history, et pour une fille, ça serait history. Mais une autre prononciation. Which was more culturally significant, the Renaissance or Single Ladies by Beyoncé? That's all. Auto... Autofiction. Aujourd'hui, on va vous raconter les secrets des gens. Sauf que c'est pas vraiment vrai. Enfin, parce que c'est de la fiction. Et en même temps, c'est leur vie. C'est tout. Omniscient. 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 Ils savent tout. Alors, selon le Robert, une autofiction, c'est un récit mêlant la fiction et l'autobiographie. Voilà, ils ont fait assez simple. Ils ont pas tort. Voilà, le Robs, il a dit simple, efficace. Voilà. Absolument. Pas plus de 5 mots, sinon je pense que je die. Vraiment, ils ont dit on a besoin d'être efficace Et ou c'est ok. we might die. Mm. Ok, c'est quoi ta définition, toi, de l'autofiction? C'est une vraie question pour moi. En fait, l'autofiction, Robert, il l'a tellement bien dit, mais au-delà de ça, l'autofiction, pour moi, c'est vraiment un récit qui arrive à rendre le personnel universel. C'est-à-dire que par ton récit personnel, qui est donc autobiographique dans un sens, tu me racontes ce que, dans ton histoire, va me toucher dans mon histoire. C'est-à-dire que je n'ai rien à voir avec toi, peut-être que je n'ai pas du tout vécu la même chose que toi, et peut-être que en fait j'ai vécu la même chose que toi, mais en lisant ça, ce que ton art, ton talent, ta littérature va transcender le personnel pour arriver au collectif et créer quelque chose qui non seulement va être enjoy par nombre de gens, mais en plus va toucher au plus profond de nous parce que c'est personnel, donc universel. Et toi? Bah, je suis un peu d'accord, même beaucoup d'accord. Trop bizarre. En fait. On dirait que genre... Oui. We, we deserve each other. Me and Fuck. Non mais ouais. Mais non, je suis relativement d'accord avec la définition de Robs et la tienne. Pour moi, une autofiction, c'est partir d'un matériel personnel et être capable, avec certains outils de la fiction, puisque de toute façon, dès que quelque chose est, je pense, couché sur le papier et restructuré, il y a une part de fiction qui devient intrinsèque à cette narration-là. Mais c'est partir de quelque chose d'hyper personnel, en effet, comme tu disais, et utiliser les codes de la fiction pour embarquer tout le monde, afin que ce soit pas juste un journal intime qui, même si moi je trouve les journaux intimes vachement intéressants, pourrait potentiellement perdre les gens sur le côté, quoi, laisser des gens sur le côté, et en fait, ouais, comme tu disais, quoi, passer par le prisme du personnel pour l'universel. Mais en plus, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'il y a un truc aussi qui est que si une personne narre quelque chose, c'est forcément effectivement de la fiction, tout simplement parce que on n'a qu'un seul point de vue, que chaque personne a sa vision. C'est comme si on avait des lunettes teintées. En racontant notre propre histoire, on n'a pas la réalité pure, l'objectivité pure, surtout sur nos propres histoires. Et en plus, tu as cette tendance à soit vouloir enjoliver ta partie, ou à contrario, t'inventer une vie parce que tu le peux. Et c'est ça, la littérature, et c'est ça qui est de mieux dans la littérature, c'est pouvoir sortir des carcans et faire ce que tu veux. Et paradoxalement, en fait, avec l'autofiction, tu peux justement atteindre ce au-delà que la littérature t'apporte. Donc, slay. Et c'est hyper drôle parce que j'ai vu un TikTok hier vis-à-vis des vlogs d'août de Léna. Oui. Que moi je regarde pas, mais je pense que je vais me brancher juste pour ce que ça représente sociétalement parlant. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Et donc t'as une meuf qui est chercheuse je crois en sociologie, etc., qui regarde et qui fait genre des debunks épisode par épisode pendant qu'elle les regarde, genre hyper drôle. Et en fait, elle avait fait la remarque que bah, forcément les vlogs de Léna étaient scriptés et les gens étaient en mode bah, pourquoi tu dis ça, c'est Léna, elle est nature peinture, et la meuf était en mode mais enfin
Enfin, l'un, entre gros guillemets, n'empêche pas l'autre, mais dès que tu filmes quelque chose et que tu es capable d'en retirer un angle et donc de faire une narration autour de quelque chose, forcément, Bah, à de partir ouf. de là, ça devient scripté, ça devient une fiction. Ça ne veut pas dire que ça enlève forcément la pertinence de celle-ci, mais Surtout donc, que Léna, c'est la pro. Pour le coup, moi, je regarde les vlogs d'août et c'est la pro à poser sa caméra pour faire un plan qu'elle a en tête. Tu vois, c'est-à-dire, genre, quand elle rentre dans son appart, elle va poser sa caméra, elle va rentrer, faire le plan où elle rentre dans l'appart. Donc, dans un sens, c'est très réel, dans le sens où elle va rentrer dans cet appart de toute façon et elle veut nous montrer, elle qui rentre dans l'appart, mais aussi c'est très scripté, tout simplement parce que elle pose la caméra pour se filmer ensuite rentrant dans l'appart. Donc, ouais. Comme quoi, la nouvelle autofiction, est-ce YouTube? Moi, j'ai une vraie question pour toi. Et j'ai une take qui va avec cette question. Très C'est clair. est-ce que toutes les bonnes autofictions sont bonnes? Est-ce que toutes les... Est-ce que toutes les autofictions sont bonnes? Pas Ouais. toutes les bonnes, parce que les bonnes sont bonnes. Et les mauvaises Ou le sont sont-elles? mauvaises. Absolument. Ok. Et qu'est-ce qu'est une bonne autofiction selon toi aussi? Et comme on sait tout, c'est juste aussi, enfin, selon toi, mais selon Nous. l'universalité de la chose, tu vois. C'est ça. En fait, c'est juste la vérité. Mhm. Non, toutes les autofictions ne sont pas bonnes. Moi, je pense qu'une bonne autofiction, comme on disait, c'est quelque chose qui a un pas de côté avec le journal intime. Donc, c'est quelque chose où, pour moi, il y a une dimension de recul, mais potentiellement, on va développer ça un petit peu après quand on va parler de nos autrices préférées qui font de l'autofiction. Mais par exemple, je sais pas, est-ce qu'on va drop des noms d'autofiction récentes qu'on a lues potentiellement et qu'on n'a pas aimé? Ah! Je sais pas si on fait des choses Do we comme wanna do ça. Je sais pas si on fait des choses comme ça. Je sais I pas mean- si... Should we? En vrai, my take, et là Vas-y. c'est le temps où tu vas me mettre vraiment le truc Who are you referring Going to. Parce que I'm about to get messy, She's about to be messy. angry, but still pretty. Tout ça pour dire que, pour moi, 90% de la création fictionnelle littéraire française, c'est des autofictions. Pourquoi? Parce que le capitalisme s'infiltre partout et que le capitalisme a capitalisé sur un genre qui de base était un genre qui est sorti du commun. Oh waouh, c'est trop stylé. Ça l'est effectivement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va capitaliser dessus. Sauf que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que des gens boring as fuck ont décidé d'écrire sur leur père, leur grand-père, leur grand-mère eux-mêmes. Et Dieu sait que tout le monde s'en fout en fait, Véronique. C'est pas une Véronique en particulier, mais c'est juste que, je sais pas, une Véronique pourrait faire ça dans ma tête. Tout ça pour dire que, en fait, du coup, maintenant je trouve que le monde littéraire français est pollué. J'utilise des grands mots, mais Ouais. je les pense très fort. Par l'autofiction mauvaise. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu ce truc de. Moi, je trouve qu'il. Et on va en parler juste après, hein, mais il y a des autofictions. Moi, l'autofiction, c'est mon genre préféré dans la littérature. Pareil. Tout comme toi. Donc, en fait, on aime profondément ce genre, mais ça fait aussi la pire littérature, je trouve. Je suis hyper d'accord. Est-ce qu'on drop? Moi, je me sens un peu, tu vois, genre. Moi, je Donc, crois je suis que je vais prête à drop. drop. Vas-y, Moi, je drop. vais drop. Et ce qui me brise le cœur, parce qu'elle va être aussi citée pour plein de choses très positives par la suite, mais le dernier livre de Vanessa Springora, Patronyme, j'ai pas trop aimé, parce que justement, je trouvais qu'il n'y avait pas ce pas de côté vis-à-vis de ce qu'elle nous racontait. J'ai l'impression que elle s'est dit, il faut que je fasse un livre, sur quoi est-ce que je pourrais le faire? Et j'ai l'impression qu'elle a écrit une trame qui faisait peut-être genre 100 pages et qu'elle s'est dit, bah, il est temps que je meuble. Et donc il y a plein de moments pendant que je lisais ce livre où j'avais la sensation de pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'elle nous racontait ça. Et ça me fait chier parce que j'adore Vanessa Springora et que j'ai adoré Le Consentement qui pour moi était une claque et qui a tellement apporté, je trouve, dans le paysage littéraire en France. Mais le problème, c'est que je trouve que il y a plein de gens qui, à mon avis, se disent que l'autofiction, c'est facile. Genre, je pense qu'il y a plein de gens qui abordent ce style avec une sorte de paresse. Et donc, en fait, on se retrouve avec une sorte d'océan d'autofiction ces dernières années. Et puis en plus, toi, tu sais ça beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression que chaque année, t'as au moins 5 autofictions qui sortent, quoi. Et c'est vraiment gentil, à là. minima, genre, Ah ouais, qui ouais. cross my path, en tout cas, mais je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus, mais... Mais en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi sur lequel je suis très critique, très facilement, sur les autofictions et sur l'art en général, c'est l'intention. Je trouve que l'intention dans une œuvre d'art est parfois tout aussi importante que l'exécution.
Et ce qui me dérange dans certaines autofictions, c'est quand l'intention est de faire une autofiction, non pas parce que tu ressens cette nécessité de raconter cette histoire, mais parce que tu sais que ça va marcher. Moi, l'exemple que j'ai envie de mettre, j'ai lu dernièrement, du coup, Finistère, le livre de Anne Berest, qui est une très gentille jeune dame, hein, et qui a fait aussi un livre qui s'appelle La carte postale. La carte postale, elle a raconté, en gros, que sa famille a reçu une carte postale avec les noms de sa famille qui avait été tuée dans les camps. Et donc, elle a reçu un peu cette nécessité, ce besoin de raconter l'histoire et surtout de trouver qui a envoyé cette carte postale. Donc ça, c'est dingue. L'intention est dingue. L'exécution, plutôt pas mal. Le livre a fait énormément de ventes. Enfin, c'est indécent, bravo à elle. Mais du coup, là, moi, ce qui me dérange avec Finistère, que j'ai lu et que j'ai plutôt apprécié, enfin, je l'ai lu en 2 jours, ça se lisait très bien et tout. Mais le problème, c'est qu'elle commence en disant « Du coup, j'ai fait un livre sur l'histoire de ma mère. Donc bon, bah, je vais faire un livre sur l'histoire de mon père. » Pardon ? Pardon, mais on est où là ? On est où là ? Doing something just because you can. Like... Genre, just because you can, mais surtout en mode genre, bah du coup, le livre sur l'histoire de ma mère a fonctionné, donc je vais faire la même du côté de mon père. Et après, en plus, ça se trouve, mon père, il va m'en vouloir parce que j'ai pas fait son côté. Alors, je vais faire son côté. Mais on est kindergarten school. Genre, what the fuck? With $1 million because the girl is rich. Good for her. Mais moi, ça, du coup, ça m'a un peu sorti dès le départ. Me dire, bah du coup, t'écris ce livre parce que tu sais que ça marche et parce que papa, il faut dire son côté. Mais t'es pas biographe, en fait. Tu n'es pas biographe. Donc je t'en paie. Et l'autre truc, attends, qu'est-ce qui m'a saoulée ? J'aime trop dire des trucs qui m'ont saoulée, mais... Ah oui, et donc du coup, foncièrement, le biais littéraire et narratif qu'elle a mis sur la carte postale, qui était toute cette résolution de cette question de la carte postale, bah sur Finistère, il n'y a pas ça. Donc, in fine, cela dit, elle a réussi à bien se retourner et à faire aussi un lien avec sa relation personnelle avec son père, ce qui fait que, in fine, je crache dessus, mais j'ai quand même plutôt bien aimé le livre et je pourrais même le recommander. Mais juste, en fait, c'était pour montrer à quel point, genre, l'intention compte. C'est vrai. Non, mais de ouf. C'était hyper intéressant ce que tu disais dans la dynamique de pas juste se servir, entre gros guillemets, de la coquille comme justification dans le fait de faire quelque chose. C'est-à-dire de pas juste se dire, bah, je fais une autofiction for the sake of doing une autofiction. Et ça me rappelle une pièce de théâtre que j'ai vue il y a pas hyper longtemps, que Lauriane d'ailleurs, Culture et Botanique, avait détesté, qui était aux Amandiers. J'ai oublié le nom. Voilà, c'est scandaleux. Peut-être je reviens vers vous. Moi j'en ai vu une, mais c'est pas celle dont tu parles. Mais Lauriane a aussi détesté une pièce des Amandiers. Donc voilà, on te call out. Voilà, hey Lauriane. Mais en vrai, c'était une pièce de théâtre qui, en gros, est une mise en scène d'un texte. Ce texte, c'est le... Non, c'est pas de Sally Rooney, mais c'est un texte de quelqu'un qu'on connaît, qui a fait des livres qu'on aime bien. Ok. Je reviens. Je cherche Time en to live. church. To church. To church. Take me to church. I worship like a dog. Bref. Ah, attends. Les Amandiers. C'est large. Pièce. De théâtre. Babe, c'est très large. Non, mais regarde, j'ai trouvé parce que 2020... On est quoi ? Donc c'est 2024-2025. L'édito, pas édito. Non, ça. Ça, c'est 25-26. 24-25. Let's go. Ok. We're doing it, guys. Les guys, vraiment, on vient vers vous. Alors, blablabla. Oh, il y avait quelque chose d'Alice Diop. Purée. C'est ça que j'ai vu, qu'on a vu toutes les deux et qu'on n'a pas aimé. Ah ouais ? Ouais. On vous dit pas ce que c'est... Ok, alors... Purée, en mode surprise, les guys. Anatomie d'un suicide, ok. Ah oui. Anatomie d'un suicide de Alice Birch, donc pas du tout un truc lié à Sally Rooney. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Alice Birch ? Parce qu'elle a fait un truc qu'on connaît. She did. Peut-on échapper au destin familial ? Comment survivre au chaos intérieur ? Blablabla. Ah, si, c'est la scénariste de Normal People. C'est pour ça que je me suis retrouvée à faire un lien avec Sally Rooney. Donc, en gros, c'est une pièce de théâtre où le concept, c'est qu'il y a 3 temporalités, 3 générations de femmes d'une même famille qui vont un peu communiquer entre elles. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle une pièce à concept parce que le concept, c'est que plein de gens parlent en même temps
sur scène. Genre, tu vas avoir 6 personnes qui vont parler en même temps de 3 temporalités différentes, les textes se répondent entre eux, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose, un parti pris sur la mise en scène. Mais du coup, c'est vrai que je m'étais posé la question de est-ce que finalement, la force de cette pièce, c'est pas que sa mise en scène? Est-ce qu'on n'a pas pensé la pièce à travers la mise en scène et du coup, on n'a pas un peu délaissé le propos? Et je trouve que c'est un peu le problème des œuvres à concept, entre gros guillemets, tu vois. Pas que l'autofiction soit qu'un concept unique, mais mine de rien, il y a quand même cette idée que je pense qu'il y a des gens qui font des autofictions dans le but de faire une autofiction, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu comme nous, quoi, qui trouvent que le personnel, c'est vachement intéressant. On pourrait même questionner ça, est-ce que c'est une sorte de voyeurisme, je sais pas, mais tu vois, il y a un peu quelque chose où ça se vend bien. Ça se vend bien, les gens sont intéressés. Moi, ça m'intéresse toujours plus quand il y a quelque chose qui flirte avec le témoignage. Mais qu'est-ce qui se passe quand finalement t'as juste fait une autofiction pour le plaisir d'une autofiction et qu'en fait, ce que tu racontes, ça devient pauvre et qu'il y a un peu une sorte de paresse, quoi, dans ta façon de le faire. Tu te sens pas un peu privilégié. Voilà, quoi. Bah écoute, je comprends. Mais moi, tu vois, tout ce que je fais, c'est penser à Maggie. Voilà. Parce que, Maggie. en fait, on vous a teasé qu'on allait parler de nos autrices préférées, puisque, spoiler alert, nos autrices préférées sont des reines de l'autofiction. Autofiction, grave, c'est des grandes dames. La tienne a vraiment dit, toute ma vie, je vais faire que ça. La mienne a dit, je sais pas ce qu'elle a dit, elle était sûrement bourrée quand elle l'a dit, mais en tout cas, elle en a fait. Dieu sait qu'elle en a fait. Et actuellement, je suis en train de lire sa bio. Et du coup, c'est intéressant de voir dans son œuvre qu'est-ce qui était quoi. Bref, tout ça pour dire que quand je dis Maggie, ceux qui l'ont toujours pas eu, c'est pas ok. Bien sûr que je parle de Marguerite Duras, là. Miss Duras. Donc voilà, moi, je suis entrée dans sa vie. On peut le dire comme ça. Non, c'est vrai, c'est faux. J'étais pas née quand elle est morte. Mais à 16 ans, c'était un été. Je m'ennuyais. Il y avait la bibliothèque de mon père qui est prof de français, qui me souriait, comme ça. Hi. Et donc, du coup, je suis allée voir, et à 16 ans, t'aimes trop l'amour, tu vois. Enfin, tout le temps. Globalement, nous, on aime beaucoup l'amour. En tout cas, nous, ouais. Et moi, à 16 ans, j'étais en mode, l'amant, yeah, I'm gonna read that. J'ai pris ce livre. Quand je l'ai reposé, j'étais plus la même personne. Voilà. Je veux pas être dramatique, mais sachez que ça a changé ma vie. J'ai actuellement 2 tatouages qui sont en lien avec ce livre, dont une citation, tout est là et rien n'est encore joué, et le plan de travail de Mago. Autant dire que cette madame a l'art de l'autofiction. Tout simplement parce que pour moi, c'est l'autrice qui écrit le mieux de la Terre entière. Donc déjà, juste la tournure de ses phrases, la passion, la puissance de sa prose est dinguissime. Et en plus, ce qu'elle aime trop faire, et ça je sais, heureusement que j'ai vraiment commencé cette bio, hein. Franchement, ça se lay de ouf. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a écrit, et plus elle écrivait, plus elle brouillait ses souvenirs avec sa fiction. Et donc à la fin, elle ne savait plus qu'est-ce qui était de la fiction et qu'est-ce qui s'était réellement passé quand elle racontait sa propre histoire. Donc ça veut dire qu'elle a tellement master l'autofiction que l'autofiction la master. Et donc du coup, juste L'amant de Duras, c'est un livre, moi, qui m'a transcendée, qui m'a marquée pour toute ma vie entière et que je relis parfois parce que j'en ai besoin. Je connais des citations par cœur parce qu'elles m'ont tellement marquée. Et je trouve que ce que Marguerite fait, c'est qu'elle arrive à se rendre universelle, parce qu'en fait, dans L'amant, ce qui est dingue, c'est qu'elle va parler à la première personne du singulier, mais aussi à la troisième personne du singulier. Et c'est là où, du coup, la fiction rentre et ressort. Et je trouve que c'est dingue. Je me souviens, la première fois que j'ai lu L'amant, on avait étudié des extraits quand j'étais au lycée. Je ferais How I Wish. Ah ouais, on avait... Mais en fait, d'ailleurs, shout out to cette prof de français qui a changé ma vie, qui s'appelle Annie Fraissinet. Oh. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Annie Ernaux. Hey. À cette époque-là, bon, on en parlera après, j'étais pas encore dans la marmite. Mais c'est aussi grâce à elle qu'on a étudié... elle me disait beaucoup, il faut lire les Marguerites. Et elle parlait de Yourcenar et Duras. Non, mais vraiment, et c'est elle qui m'a fait tomber dans le théâtre. Donc vraiment, encore une fois, Madame Fraissinet, je vous dois beaucoup. Je vais pleurer. Et donc, je me souviens, on lit des extraits de L'amant. Et au début, j'étais en mode, purée, c'est pas facile. Cette dame, elle met pas beaucoup de points. C'est des gros textes assez costauds. Et je me souviens vraiment, quand elle bifurque entre le je et le elle. Enfin, c'est... I was like, that's... Insane. That's actually insane. Yeah. No, yeah.
Je sais que c'est pas la tasse Because de thé de she tout le monde. said, I want to be great Or nothing. Elle a dit, actually, I want to make history. History. And that's so what she she sat did. down at Not- les éditions de minuit table and said, we're gonna make history. And that's actually what she did. Yeah. Non, mais Marguerite, quoi. Maggie. Peggy, Maggie, Frita. Enfin, en fait, ce qui est trop bien aussi avec le prénom Marguerite, là, je sors vraiment de la conversation, mais parce que certaines personnes savent que mon premier enfant, si j'en ai un, que ce soit un homme ou un garçon, s'appellera Marguerite. Un homme ou un garçon. She's losing Et it. en fait, une des raisons, parce que moi, j'ai été traumatisée parce que j'ai pas de surnom. Parce que, comment ça, tu vas m'appeler Riri? En fait, Rihanna, elle a déjà claim ça, tu vois. Donc, moi, ça me fait du mal, personnellement. Et donc, je me suis dit, première chose pour laquelle, genre, mon enfant aura un nom long, c'est pour faire des surnoms. En fait, Marguerite, tu peux faire Maggie, Peggy, Rita, Marguerite, Rare. Bref, et en fait, it makes me so happy. Bref. But actually, that's insane parce qu'il y a des gens qui sont tellement anti-surnoms et qui font en sorte, genre ma mère me raconte, donc ma mère qui est haïtienne, elle me dit que à Haïti, si t'as un surnom, mais que tu l'aies choisi ou non, tu crèves avec le surnom. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un t'a appelé, je sais pas, Pampan, alors rien à voir, you will die, big Pampan. nickname Pampan. Et Slay. donc vraiment, genre ma mère était en mode, mais moi mon angoisse c'était que les gens lui trouvent un surnom. Et donc elle me disait, moi, genre j'ai fait en sorte que mes enfants n'aient pas des prénoms qui soient surnommables. Well, be sure, j'ai trouvé un surnom pour ma sœur et je me suis trouvé un surnom and that's it. Because surnoms are the best. I think that's great. Bref. Moi, je vais vous parler de ma go à moi qui s'appelle Annie Ernaux. Miss Ernaux, prix Nobel de littérature. Oui, du Ernaux C'est dans ta que c'est bibliothèque. hilarant parce qu'il y a Marguerite et Annie qui sont juste à côté. Je pense que... Premier degré, je sais pas si vous pouvez c'est voir. vraiment juste au-dessus là. Ah, c'est une dinguerie. Mais en fait, là, je me rends compte que j'ai genre tous mes livres Ernaux. Bon, il y a Funkino c'est après. ça que j'allais dire. Bref. Get a girl who can do everything. Elles sont juste à côté. Also, that tracks. Because we deserve Each other. They deserve each other, They do. Annie and Margaret. They do. Non mais oui, Annie a fait des choses. Elle a eu. Annie, Elle a vécu. Annie, elle a vécu des trucs. Donc moi, ma rencontre avec Annie Ernaux se fait quand j'ai donc 15 ou 16 ans. Et à l'époque, toujours Madame Fraissinet nous fait étudier pour le bac de français un texte de Regarde les lumières, mon amour. Je suis sur le supermarché. Absolument. Et donc, à l'époque, je me souviens avec une fille de ma classe qui s'appelait Véronique. Et, I'm so sorry to you, Veronique. It's I hope okay. you didn't write anything about your family. je me souviens, en fait, on se faisait pipi dessus de rire parce qu'on se disait, mais qui écrit un livre sur un supermarché? Genre, I was like, who's like, paf, pomme de terre, paf, poireau, et en mode, actually, yeah, Actually, yeah. I'll write about that. Et je me souviens à l'époque, j'étais en mode, who's that woman? She's sick. Who's that girl? Who's that girl, actually? It's Jess. No. It's Annie. Sorry. Tomorrow, I love you, tomorrow. Ça, c'est Annie, mais c'est la comédie musicale. Bref. Ouh là là, elle a eu un degré de bifurcage qui a été extrêmement intense. Et, and so yeah, à l'époque, je suis en mode, weird girl, but why not? 3 ans passent et j'achète l'événement. Et pour le coup, pareil, ma vie a vraiment changé quand j'ai lu l'événement. Parce que là, je me suis dit, il faut que je lise tout ce qu'elle a fait. Là, j'étais en mode, en fait, il m'en faut un autre. Et pareil, ce qui m'a énormément touchée, c'est que elle s'analyse beaucoup quand elle raconte l'histoire. Because she's a Virgo. She's a Virgo. She's a Virgo. Yeah. What is Marguerite? Marguerite is a Bélier. Oh. Aries from April. Okay. Yeah. Interesting. Yeah. Virgo, that tracks. Yeah. That tracks so much for Annie. Parce que Annie, c'est une meuf qui a vraiment tenu un journal. Je trouve qu'il y a une rigueur à avoir quand tu tiens un journal intime que je n'ai pas, par exemple, qui est que tu vas écrire tous les jours. Moi, dans mon journal, j'écris quand je suis hyper heureux ou quand je suis hyper triste ou quand il y a une émotion extrêmement forte. Mais j'arrive Because pas... you're a Cancer. Anyways, j'arrête. non. Mais- Actually, don't be sorry. Actually, don't. Baby, I'm sorry. Not sorry.
Non, Demi Lovato. D'ailleurs, t'as vu qu'elle a... Disney. Elle est grave dans sa Charlie etc. By the J'ai way. vu. Anyway. Annie. Et Annie, donc, c'est une meuf qui écrit tous les jours. Mais tous les jours. Et du coup, ce que j'aime, c'est qu'elle va être capable de retirer une période très spécifique de sa vie et dire, voilà ce que ça encapsulait, voilà ce que ça racontait. Ouais. Et elle va te le raconter, donc, avec la chronologie de son journal, mais de temps en temps, prendre un peu de recul et dire... Et en fait, et c'est cette phrase qui m'a beaucoup marqué, elle disait souvent, elle dit toujours d'ailleurs, que... Il y a plein de choses qu'elle a expérimentées et si elle les raconte pas, c'est comme si c'était un petit peu perdu d'une certaine façon, tu vois. Parce que ça peut nous servir et je trouve que l'événement, c'est complètement fou, le prisme que ça donne sur la réalité de l'avortement. Alors que ça semble si loin et en même temps, c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Ouais. Et donc, l'événement a été une belle ouverture sur... Un monde. Sur un monde, quoi, le monde de l'autofiction, mais le monde d'Annie Ernaux, quoi, surtout qui a vraiment été une découverte magnifique. Ouais. Et surtout que Ernaux, elle représente aussi énormément de par justement non seulement ses convictions et cette phrase qu'elle a dit qu'elle voulait venger sa race. Et du coup là ça lance un peu la conversation des différents types d'autofiction qui existent. Et la première forcément que moi j'ai en tête, parce que aussi je suis en train de lire un livre d'Édouard Louis qui est là sur ma table de chevet, c'est l'autofiction qui a créé le concept de transfuge de classe. Ouais. C'est-à-dire que Annie a écrit beaucoup de livres sur ses engagements, sa vie personnelle en tant que femme, mais aussi sa vie en tant que personne qui vient d'une famille, si ce n'est prolétaire, du moins très 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 pauvre. Son grand-père était paysan, son père s'est élevé socialement en ayant une boutique dans un petit village. Et ça résonne avec, tu vois, ta conversation, ta question quand t'étais jeune sur pourquoi il écrit sur un putain de supermarché. Bah en fait, parce que c'est le supermarché qui a fait que son père, il a mis la clé sous la porte. Et c'est dingue. Parce que c'est ça qui a lancé la société de consommation. Et en fait, tu vois, quand tu lis Les Années, aussi, elle a des concepts qui sont hyper forts. Elle est forte. Quand tu lis Les Années, elle a dit, en fait, je veux écrire un livre qui va retranscrire qu'est-ce qui s'est passé pendant mes années, qu'est-ce qu'a vécu ma génération. Et donc, chaque année, elle va prendre une photo d'elle, elle va raconter ce qui se passait sur cette photo, ce qui se passait politiquement dans cette année et ce qui se passait plus socialement, organiquement sur les personnes qui vivaient dans sa génération. Donc en fait, elle a dépeint une génération, alors que la honte, c'est, elle a dit, j'ai décidé de pointer du doigt la première fois où j'ai eu honte de ma classe. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs hyper smart. Et La place. Got me crying. La place, c'est une folie, quoi, finalement. Ouais. Le décès de son père à travers la mort de son père et revenir aussi sur la relation qu'elle avait avec lui et à partir de quel moment, quand elle a socialement évolué aussi, il y a eu cette fracture. Enfin, en fait, c'est ça, toujours partir... Elle est tellement forte en concept, en fait. Partir d'un concept très précis et très clair. Donc, encore une fois, on revient sur l'intention. Où elle, il y a toujours une intention qui est extrêmement absolument précise et réfléchie. Elle va pas juste dire bon, bah, je vais à mon journal, je vais faire telle partie de ma vie ou telle partie de ma vie. Il y a toujours un réel questionnement hyper profond. Qui concerne tout le monde en fait, que ce soit d'un prisme sociétal, en fait c'est toujours d'un prisme sociétal d'ailleurs. Mais, oui, parce qu'elle est consciente que le personnel est politique, que l'intime est politique surtout. Et après ça fait que moi je pense qu'il faut rentrer aussi dans son œuvre par certaines œuvres précises, parce que si tu commences par une œuvre qui est trop spécifique que nous on va adorer parce qu'on adore Marguerite Duras, alors oui aussi, mais on adore Annie Ernaux, donc on va lire tout ce qu'elle fait, et elle a des livres qui sont trop spécifique qu'il faut lire dans un second temps pour comprendre qui est la personne, qui est le personnage aussi, avant de les lire, tu vois. Parce que par exemple, moi, quand j'ai lu Le Jeune Homme ou... j'essaie de regarder... Le Jeune Homme ou... L'Occupation, ce livre qui m'a vraiment traumatisée par ailleurs, c'est parce que je connaissais Annie Ernaux et je savais ce qu'elle faisait que j'ai pu apprécier les livres, mais je suis pas sûre que si c'est le premier livre que tu lis d'elle, tu vas dire bon,
Alors qu'en fait, son œuvre est un puzzle et chaque livre est une nouvelle pièce de puzzle qui fait une espèce de grande fresque sublime qui est sa vie. Et puis ils se connectent tous un petit peu entre eux, ce qui te permet vraiment d'encore plus mieux appréhender le personnage. Moi, souvent, ce que je conseille aux gens pour se lancer dans Annie Ernaux, là j'ai une copine qui partait en vacances, elle m'a dit qu'est-ce que je prends d'Annie Ernaux. En vrai, instinctivement, j'ai toujours envie de dire l'événement parce que c'est comme ça que je suis tombée dedans, mais en même temps, je sais que ça peut être un truc qui peut être intense. En vrai, tu sais pas ce que les gens ont pu traverser, etc. Je trouve que c'est l'une de ses plus belles œuvres, c'est l'un de mes livres préférés, mais en vrai, étrangement, je conseille souvent Passion simple parce que je trouve qu'il est plus abordable et qu'en même temps, ça te montre sa plume et sa réflexion sur l'analyse de ce qu'elle a pu vivre d'une période très précise. Donc souvent, je trouve que c'est facile de rentrer à travers Passion simple. Parce que en plus c'est un thème, voilà, c'est l'amour passionnel, il y a quelque chose de très intéressant et de peut-être moins effrayant, je trouve, que la honte ou la place ou même l'occupation qui peuvent être un petit peu plus... Mais après tout de suite je dis aux gens de passer à la place. Dès qu'ils peuvent, je suis en mode Passion simple et soit l'événement soit la place, mais en tout cas ces deux-là doivent être lus par la suite, quoi. Je suis d'accord. La place, moi ça m'a dinguerie. Après prix Renaudot aussi, donc... She got it. Mais oui, et surtout, elle a fait des bébés. Enfin, elle a fait des vrais bébés, genre elle a eu des enfants. Mais elle a fait aussi des bébés spirituels, comme Édouard Louis. Ce king qui, moi, je l'ai découvert. J'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule. Ce livre, alors, non seulement m'a traumatisée de par les scènes de violence qu'il a vécues et qu'il raconte, mais j'ai trouvé brillantissime. Et en fait, plus... l'œuvre d'Édouard Louis a avancé, plus j'ai eu aussi ce malaise sur son rapport avec sa famille, parce que dans un sens, il capitalise sur sa famille. Ouais, sur la souffrance de sa famille et en même temps, du coup, il crée quelque chose politiquement même parlant qui est super intéressant. Donc j'ai cette ambivalence avec lui, mais est-ce que j'ai lu tous ses livres ou quasiment? Absolument. T'en as lu plus que moi. Moi, c'est marrant... J'ai découvert le personnage médiatique qui était Édouard Louis, mais j'ai mis beaucoup de temps à lire ce qu'il faisait. Et j'ai pas du tout commencé par, je pense souvent, la clé d'entrée d'Édouard Louis qui est En finir avec Eddie Bellegueule. Moi, j'ai commencé avec son dernier, c'est-à-dire Monique s'évade. Ouais. Et donc le lien, le rapport à la mère, etc. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et donc du coup, moi, j'ai presque pris sa bibliographie à l'envers, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Monique s'évade. Alors que déjà à ce moment-là il y avait des grands débats sur la façon dont il pouvait potentiellement capitaliser sur sa famille, et c'est marrant parce que c'est mentionné dans Monique s'évade, parce que finalement il y a un peu cette idée enfin je trouve qu'il y a ce propos un peu subtil dans Monique s'évade que t'as lu ou pas? Bien sûr. Ok. Après Monique s'évade, I'm gonna hold your hand when I say this, et j'ai beaucoup aimé ce livre par ailleurs, c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. Oui. Juste, il met un exemple. Absolument. Et certains le savent, mais j'adore Virginia Woolf et j'adore Une chambre à soi. Mais that's a very good point, Marie. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, j'ai un peu l'impression qu'il a écrit ce livre pour dire vous avez vu, ouais, j'ai quand même fait de l'argent sur ma famille, mais je le rends à ma famille. J'aide ma mère, tu vois. Et c'est pas que ça. Mais le truc, mais du coup, c'est questionné au sein de Monique s'évade. Là où, du coup, ça n'existe pas encore dans ses autres livres, dans les précédents, parce que finalement, il n'y a pas cette question-là. Mais quand Monique s'évade, il s'est déjà pris dans la gueule quelques remarques de mais tu comptes écrire sur ta famille jusqu'à quand? Et d'ailleurs, son prochain livre, qui sort sur son frère, me semble-t-il. Il est déjà sorti, L'effondrement. Comment ça s'appelle? L'effondrement, il me semble. Bah, il paraît-il que c'est son dernier, non, qu'il fait sur sa famille. Et mais après, en fait, le truc sur Monique s'évade, c'est que là, I sound like a hater, because I just be a hater, mais... En fait, en parallèle, après avoir dit tout ce que j'ai dit, je tiens à dire que ce que ce livre a réussi à faire, et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié cette lecture, c'est montrer tangiblement, factuellement, praticalement, comment une femme peut être sous une emprise économique, puisque marriage is an economic proposition anyways, mais en fait... il y a un peu ce truc des fois quand tu vois l'histoire d'une femme qui était dans une relation abusive par exemple, et t'es un peu en mode genre bah quitte-le. Can she? Et là ça montrait tangiblement que bah en fait non, ça pour le quitter, au-delà de se dire je vais le quitter, il lui faut X milliers d'euros. Voilà, qu'il faut pouvoir s'offrir sa liberté, quoi. Et ça moi c'est vraiment
par Monique Sévade que je l'ai compris, mais vraiment plus... De façon très pas concrète, que quoi. pas théorique, quoi. Et que maintenant, quand c'est un truc sur lequel, genre, je vais avoir une réflexion et tout, bah, direct, je vais me dire, bah ouais, mais en fait, il y a ça qui rentre en compte. Ce que j'avais pas avant, tu vois. Donc, read kids, it's great. Non, c'est vraiment intéressant. Surtout quand on voit, quand on dit qu'il manque des moyens pour pouvoir aider les femmes qui sont dans des situations de violence et dans des relations abusives, et que c'est là où l'État a aussi un rôle à jouer, c'est qu'on voit le rôle de soutien qu'a eu pour le coup toute la famille de Monique, donc tous ses enfants, y compris Édouard, et qu'en fait, s'il n'y a pas ce soutien-là pour trouver un appartement, pour offrir un hôtel pour s'enfuir, pour tout ça, en fait, la personne ne part pas, quoi. Bah, bien donc sûr. c'est... Donc encore une fois, je trouve que c'est un très bon exemple d'une bonne autofiction aussi, parce qu'on est parti sur un truc personnel, pour le coup même qui touche à sa mère, mais il parle de lui et de sa mère, et de son rapport à sa mère, mais il y a quand même encore quelque chose de sociétal et de plus grand, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment l'un des enfants d'Annie Ernaux. Et parlant d'autofiction sociétale, on doit parler des autofictions telles que, je vais dire, un quadruptyque qui est Le consentement de Vanessa Springora, La Familia Grande de Camille Kouchner, Triste tigre de Neil Sino et Le voyage dans l'Est de Christine Angot. Moi, ces quatre livres que j'ai lus, qui m'ont bien sûr bouleversée, mais surtout qui ont changé la société. Et quand je dis la société, c'est que des lois ont été changées. Des enquêtes ont été réouvertes. Enfin, c'est fou ce que la littérature peut faire, que l'art peut faire. Et donc, du coup, la première personne qui me dit que l'art, c'est pas politique, je vous jure, je l'éclate. Absolument. Non, c'est... alors moi, j'ai toujours pas lu de livre de Christine Angot. Je vais monter dans le train. Parce que là, je viens de finir un autre livre, un très bon livre qui... Est-ce qu'on peut qualifier d'autofiction ? Je pense que oui. Adèle Lyon, mon vrai nom est Elisabeth. Pour le coup, c'est de la recherche, mais... Enfin bon. Et en fait, là, je suis comme ça, là. Il me faut un autre livre d'une telle envergure. Et donc, je pense qu'il faut que je me lance dans du Angot. Mais... je n'oublierai jamais l'été où j'ai lu Le consentement de Vanessa Springora. C'était le premier été c'était entre le premier et le deuxième confinement. Et à l'époque, je bossais aux Galeries Lafayette. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je lis des livres, j'écoute des musiques. Et sauf qu'en fait, après, du coup, certaines musiques, je les associe à des livres. Et là, en fait, genre, je me souviens tous les jours, pendant une semaine, lire Le consentement dans le RER quand j'allais bosser aux Galeries Lafayette. Je ne lâchais pas le livre et j'étais choquée de ce que je lisais. Moi, j'avais jamais entendu parler de Gabriel Matzneff de ma vie, ever. Et donc, en fait, c'est retomber sur les archivina, c'est redécouvrir tout cet univers. Et je me souviens de la bombe quand le livre est sorti, en fait. Tu vois, des interviews sur Inter. Je me souviens, en fait, de comment, médiatiquement, tout le monde s'est dit, mais c'est complètement fou que ça ait pu se produire dans la totale indifférence et dans une certaine complaisance d'une époque. Moi, j'ai eu un peu... Enfin... Paradoxalement, moi j'ai eu ce même sentiment en lisant La Familia Grande. Bon, c'est aussi très lié au fait que j'ai fait mes études à Sciences Po et que donc du coup, c'est l'année où j'étais en master qu'est sorti ce livre et qu'on s'est rendu compte de l'ampleur des gens qui ont pris part à ce silence. Et c'est surtout que ce que je trouve dinguissime et brillantissime dans ce livre, c'est qu'elle part du bon. En fait, elle efface pas le bon et elle montre comment la violence s'immisce dans les plus beaux moments et comment cette génération qui sort de 68, qui est en mode en fait ce qu'il faut c'est la liberté plus, bah en fait elle montre aussi les limites de cette liberté et ça se passe auprès de son jumeau et c'est la pire chose qui se passe. Et c'est dingue parce qu'en fait, elle arrive à montrer tout ce qui s'est passé, tout ce qui était bien, sans pour autant... Et ce qui est bien n'efface pas le mal. Et c'est pas parce qu'il y a le bien que le mal n'a pas existé. Et en fait, c'était... Ouais, je l'ai lu, j'étais sur le cue. Et c'est la même chose que j'ai eu quand j'ai lu un Angot ou Triste tigre. En fait, c'est aussi parce que ça parle d'inceste et que on vit dans une société où en fait un enfant sur 10 a vécu un inceste. Et un enfant sur 10, enfin des classes à l'école, on est 30. Donc il y a 3 enfants dans une classe qui ont vécu ça. Et c'est le plus gros tabou français.
et je trouve ça dingue parce que avec Marcus, on a parlé de la programmation de l'Odéon. Et une des pièces qui va se faire, c'est Oedipe Roi. Alors, déjà, je suis très excitée puisque c'est de la mythologie grecque, etc. Mais ce qu'a dit le metteur en scène, c'est qu'il voulait justement parler du plus gros tabou de la société, l'inceste, via le prisme de Oedipe Roi. Parce que, effectivement, est-ce que Oedipe sait qu'il couche avec sa mère ? Absolument pas. Et donc, du coup, je trouve que c'est trop intéressant et j'ai tellement hâte de voir cette pièce aussi pour voir comment, en fait, ce fait qui arrive dans la plus grosse intimité de quelqu'un et doit être un problème politique et sociétal de grande envergure. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, en fait, ça se passe dans l'intime, donc on n'a pas à... Enfin, c'est les portes fermées de la vie privée des gens. Non. En fait, là, l'inceste, ça n'a rien à voir avec la vie privée des gens. Bien sûr. C'est quelque chose qui est inhérent à notre société. Donc voilà. Un peu très deep et assez dur. Un peu deep, un peu intense, mais nécessaire. Voilà, et pour finir un peu sur les autres catégories d'autofiction qu'il y a, moi il y a aussi mes femmes préférées que tu vois juste là, elles sont là, je les aime. C'est des femmes qui ont écrit des autofictions autour du fait d'être écrivaine. Ah là là. Et donc celle que je vais citer avec très grand plaisir, c'est Rachel Cusk, ma vie. C'est Deborah Levy, ma seconde vie. C'est Maggie Nelson, ma troisième vie. Et John Didion, qui a réussi à s'immiscer dans ma vie aussi. C'est 4 femmes qui sont devenues écrivaines. Et en fait, en devenant écrivaines, ont commencé à écrire sur l'écriture et leur rapport avec l'écriture. Et le fait d'être écrivaine dans quand même un milieu qui est quand même... Bon, on vit dans une société patriarcale, donc en fait c'est genre toute la société qui est patriarcale, mais le milieu de la littérature, de l'édition l'est tout autant plus. Et en fait, c'est brillant. C'est brillant. Moi, genre, dès que j'ouvre un livre de Rachel Cusk, de Maggie Nelson aussi, qui est dinguissime, qui est beaucoup moins connue en France, mais qui est dingue et qui est édité aux éditions du Sous-Sol, puisque on sait c'est la maison d'édition des Cool Kids. Je trouve que aussi ça pose la question de le genre de l'autofiction en tant que genre qui permet une lucidité. Mais Hot Milk. Parce qu'elle a aussi Il y a un écrit la film fiction. là. Ouais, avec Emma Mackey. It was Mais not good. Yeah, I heard. Mais du coup, ça m'a donné envie de lire le livre par contre. Mais elle a fait un triptyque, Deborah Levy, sur sa vie. Donc ça commence avec Things I Don't Want to Know, The Cost of Living et Real Estate. Et c'est dingue. Dingue. Elle retrace sa vie en tant qu'enfant. Elle est née en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et elle va jusqu'à quand elle divorce et qu'elle a cette question de où est chez moi, la question du chez moi, le rapport avec ses enfants, que je trouve assez dingue. Et ce que Rachel Cusk a fait. Là, on va sur un geeking très spécifique, mais en gros, elle a adapté la tragédie d'Euripide, Médée, qui parle de cette femme qui a tué ses enfants quand son mari a dit « ciao ». Et en fait, elle l'a adapté sous le prisme de son propre divorce et de ce que ça signifie quand tu divorces avec quelqu'un et que tu as des enfants au milieu. Et que est-ce que le divorce, c'est pas un peu aussi tuer tes enfants dans une manière plus métaphorique ? Et la pièce est juste dingue. Et donc, en fait, tu vois que l'autofiction, elle s'immisce partout. Et que c'est un genre, mais en fait, c'est aussi ça qui est trop intéressant avec l'art, c'est que tu peux faire des choses hybrides qui n'ont rien à voir, mais qui sont encore plus près du réel de par leur fiction. Et voilà, donc je l'aime très fort. Damn. Rachel. Écoute, moi je connaissais pas du tout. Écoute, branche-toi. Genre vraiment pas Elle du tout. Elle est éditée chez Gallimard. Et elle a gagné le Féminin étranger pour un roman qu'elle a fait qui s'appelle Second Place. Voilà. Par contre, je connaissais Joan Didion. J'ai jamais lu, mais je sais que je suis affinitaire à son contenu. Je pense que je vais passer un très bon moment. Je pense que oui, la madame est de base journaliste. I know, she worked at Vogue. She did.
Je sais que voilà, tu vas la découvrir et tu vas l'adorer. Elle et Eve Babeth, c'est un peu les cool girls américaines. Mais oui. West Coast, East Coast. Moi, j'avoue que j'ai lu un Eve Babeth et je suis un peu restée sur ma faim. Après, j'avais lu un John Didion et j'étais aussi restée sur ma faim. Et j'en ai lu un deuxième et elle m'a dit « Tu me prends pour qui ?» Et elle m'a détruit. Elle m'a détruit la go. Elle a dit en fait « Sache que tu vas m'adorer et tu vas pleurer pour moi. » And that's what I did. That's exactly what you did. That's exactly what I did. Donc j'ai trop hâte que tu te branches John Didion. Pour le coup, moi j'en ai lu que 2. J'ai lu The Year of the Magical Thinking, donc l'année de la pensée magique. C'est celle-là qui t'a fait chialer? Non, Oh. C'est celui qui... En fait, j'avais tellement d'attentes et moi c'est ça. En fait, beaucoup faut de pas... gens parlent de celui-ci. En fait, C'est faut celui pas me dont parler. beaucoup de gens parlent. Faut pas me parler. Voilà. Parce Actually, que sinon, don't talk to me. parce que sinon, je vais me faire... En fait, je vais avoir une image, mais insurmontable du truc. Et quand je vais le lire, je vais être en mode mais... Alors que je suis sûre que c'est pas mais. Mais bon, c'est le genre de livre où des fois ça m'arrive, je lis, et je sais que je suis passée à côté. Oh. Mais j'ai pas réussi. Alors que Blue Nights, qui s'appelle L'heure la plus bleue, je crois en français, les deux sont édités chez Grasset. J'ai l'impression de faire des placements de produits, alors que genre c'est juste comme ça vous pourrez retrouver les livres, c'est tout. C'est juste que tu sais tout en fait, t'es omnisciente, enfin c'est ok. Et Blue Nights, ouais, c'est en fait aussi, elle a eu plein de tragédies dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari et un an plus tard, elle a sa fille. Et Blue Nights, c'est après la perte de son enfant, donc ce qui est peut-être un des pires deuils. Et c'était sublime et extrêmement sad vibes. Extrêmement sad vibes. Yeah. Non mais il faut que je me branche. J'ai regardé un documentaire sur sa vie sur Netflix, so I'm already... C'est incroyable, faut que je regarde ça. Yeah, actually you should. Yeah. Donc genre vraiment, je sais que June m'attend. Genre, I just gotta... Absolument. I gotta do me. Well... Après avoir dit tout ça, est-ce qu'on ferait... on a fait 50 000 recos. En vrai. Mais si on doit vous faire une reco chacun pour vous lancer dans l'autofiction, on va le faire en fait. En fait, on va le faire. Et je pense que Marcus, il veut dire des choses. Ouais, moi, je veux absolument vous recommander La Familia Grande de Camille Kouchner. C'est vraiment, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, un livre, je trouve, qui pour moi est extrêmement bien ficelé. La plume de Camille Kouchner est vraiment géniale. Comme le dit Marie, en plus, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on tombe amoureux de ce climat familial que j'aurais presque pu avoir envie de reproduire. Tu vois, cette idée d'élever en communauté tes enfants avec tes amis dans une sorte d'ouverture d'esprit. C'est encore un truc dont on parle avec mes amis, hein, tu vois. Mais en même temps, ceci, l'un des premiers livres, je trouve, qui questionne... une potentielle dérive négative aussi de mai 68, Absolument. chose qui jusqu'à présent n'avait pas été faite. On parle beaucoup des choses positives de mai 68. Moi j'étais excusez-moi ma vulgarité, un gros bandeur de mai 68. Vraiment j'étais en mode 68, blablabla. Mais en fait je trouve que c'est aussi un livre qui te montre plein d'autres choses et qui vraiment est l'essence même d'une autofiction pour moi, parce qu'on parle d'une famille, de cette grande famille, mais en fait on parle du problème de plein de familles, de plein de grandes familles. On parle de l'inceste et en fait on parle d'un problème de société et de comment est-ce que tu te reconstruis après. Et c'est un livre qui est fait avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de douceur, même vis-à-vis des membres de sa famille qu'elle mentionne dans son livre. Et elle raconte, enfin bon j'en dis pas trop, mais je trouve que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé magnifique et que je veux vraiment relire un jour, même s'il m'a défoncé. Mais c'est un livre extrêmement important et pour moi, c'est l'une des meilleures autofictions que j'ai lues de ces dernières années, quoi. Ouais. Moi, je vais proposer un livre qui est un peu un ovni. J'ai cité Maggie Nelson sans en parler tellement, et je m'excuse. Mais Maggie Nelson, c'est une autrice qui écrit que des livres qui sont chelous. Et donc un jour, elle a dit, vous savez quoi, j'aime le bleu. D'ailleurs, pardon, mais en fait, je suis devant toi et même pas je t'en ai parlé précédemment. That's Guys, literally insane. là, on est sur de l'inédit pour tout le monde, même pour Marcus. Alors que ce livre, il faut que tu le lises genre demain, genre hier. Like yesterday. Bleuet. Pardon, j'étais en mode genre quelle est la traduction de ce mot. Bleuet de Maggie Nelson. Elle a dit en fait j'aime le bleu. Point.
As one does. Et elle a dit, le bleu pour moi représente plein de choses. Et elle a dit, Marie, parce qu'elle m'a parlé, et elle m'a dit, je vais écrire le meilleur livre genre qu'il faut lire après un break-up. Parce que le bleu, c'est aussi la couleur de la mélancolie. Blues. Et donc du coup, de par son rapport avec ses ruptures, de par son rapport avec la couleur bleue, elle écrit un texte qui est pas du tout structuré, qui s'apparente entre de la poésie, de la fiction, du témoignage, de l'autofiction dans tout ça. C'est le grand éventail de l'autofiction. Elle écrit un texte où genre chaque phrase te... Oh, en plein cœur. Voilà. C'est tout. Ce que j'avais à dire. Voilà. Et... Finalement, tu nous donnes envie sans trop nous en dire. Et... and I'm intrigued, actually. Please read it. I will. Yeah. And I have many things to say about Blue. Donc, je pense que si ça peut me nourrir... Je pense aussi. Ok. J'ai la vise. Bah, let's go. Hein. We're done? I think we're done. Ok, ça fait combien de temps qu'on blablate? Ah oui, c'est vrai, parce que c'est important qu'on vous donne les temporalités. On blablate depuis 50 minutes. 50 minutes 34, très précisément. Vous méritez. Bah, parce que, voilà. Vous avez été avec nous pendant 50 minutes 40. Et maintenant, comme nous, bah, vous savez tout.